vous rappelez qu'en 1998, date qui correspondait au centenaire de l'exposition au Salon du Grand Plâtre du Monument à Balzac, le musée Rodin a décidé de consacrer une exposition qui était en quelque sorte un dossier à ce monument à Balzac, pour lequel, en fait, il possédait de très nombreuses esquisses. Et c'est ce qui a amené au travail que nous avons mené en commun, donc Agnès Cassio, qui était restaurateur au musée Rodin, et moi-même qui étais responsable des sculptures, pour préparer l'exposition. Et ça nous a permis de mettre au point une forme de travail qui nous a entraînés, je dirais, au plus proche de la création de Rodin. Donc vous avez ici une vue de l'exposition. Le propos de l'exposition était de montrer l'ensemble des esquisses, des modèles se rattachant donc à la préparation du grand modèle, que vous apercevez donc tout au fond. Et ce travail nous a permis d'aboutir dans le catalogue à ce que nous avons appelé l'arbre généalogique du monument à Balzac. C'est-à-dire qu'au terme de ces mois d'exploration donc très très patiente de tous les modèles, esquisses, etc., nous avons pu les réorganiser tous à l'intérieur donc de ce qui est un arbre généalogique, nous menant pratiquement des premières esquisses jusqu'au modèle définitif. Et puis ça nous a permis aussi d'aboutir à d'autres conclusions, mais qui formeront la fin de cette intervention. Alors la suivante, elle est un peu longue à charger. Vous avez appuyé. Oui, j'ai appuyé. Donc moi, je vais vous parler un petit peu du travail du restaurateur pour commencer. Donc une part du travail du restaurateur consiste à faire l'étude technique très précise de chaque œuvre pour savoir exactement où elle se situe dans le processus de création. Donc le restaurateur déchiffre les indices qui sont laissés à la surface des sculptures et il peut ainsi différencier les œuvres originales des simples modèles de fonderie, par exemple, qui sont en plâtre et qui sont uniquement destinés à la reproduction d'un bronze. Évidemment, toutes ces œuvres n'ont pas la même valeur et il est important de les identifier chacune pour ce qu'elles sont, afin de comprendre au plus juste la démarche de l'artiste et en l'occurrence celle de Rodin. La tâche du restaurateur est d'autant plus complexe que le monument à Balzac a donné lieu à un véritable foisonnement de sculptures. Vous en voyez quelques-unes, puisqu'il y en avait pour le musée Rodin à peu près 115 qui sont arrivées dans l'atelier en bloc d'une masse. Et de plus, Rodin ne travaille pas d'une façon linéaire, mais il fait des tours et des détours en reprenant parfois tardivement ses modèles antérieurs. Donc on va examiner maintenant quelques étapes du cheminement qui conduit des modèles initiaux au modèle définitif. Donc Rodin débute toujours l'élaboration d'une œuvre par un modelage en argile, exécuté la plupart du temps d'après un modèle vivant. Les modelages sont montés par l'ajout successif de boulettes d'argile crues et sont travaillés avec des outils tels que des spatules pointues ou des spatules à dents, ou également directement au doigt, comme en témoignent de nombreuses empreintes digitales qu'on peut observer sur les terres. Rodin utilise également des outils qui sont détournés de leur usage habituel. Par exemple, ici, vous voyez qu'il a utilisé une râpe à plâtre pour donner une matière et une facture particulière à la terre. Et de temps en temps, on observe également des empreintes de tissu qui sont des linges humides posés sur les modelages afin qu'ils ne se dessèchent pas trop vite et qu'ils restent bien malléables entre deux séances de travail. Mais le problème avec l'argile, c'est qu'elle ne peut pas se conserver très longtemps, elle sèche donc, elle se rétracte, elle se déforme. Traditionnellement, les sculpteurs réalisaient un moulage à creux perdu pour obtenir une épreuve en plâtre qui avait donc valeur d'original car le modelage était détruit au moment de l'ouverture du moule. Mais Rodin, lui, il tient à conserver absolument ses modelages et pour cela, il utilise une autre technique de moulage qu'on appelle le moulage à bon creux qui permet de conserver le modelage intact. Une des têtes de Balzac illustre bien cette pratique. Voici comment Rodin a procédé. Donc, il a d'abord fait son modelage, et puis ensuite, il l'a fait mouler
à bon creux. Vous voyez ici le moule, c'est un moule à pièces avec des pièces en plâtre. Et dans ce moule, Rodin peut couler des plâtres ou alors faire des estampages en argile. L'estampage consiste à presser des petites boulettes d'argile dans le creux du moule, contre la paroi du moule, pour obtenir une épaisseur la plus régulière possible, de façon à éviter tous les accidents à la cuisson. Rodin, avec cette technique, peut obtenir donc soit des épreuves en plâtre, soit des épreuves en terre. Et ainsi, le modelage initial n'est pas détruit. Il peut alors envisager de le faire cuire pour le conserver de façon vraiment durable. Donc pour cela, il le coupe en deux par le milieu afin de l'évider, parce que si la tête était restée entière, pleine, elle aurait sans aucun doute éclaté au moment de la cuisson dans le four. Après l'évidement, donc une fois que la tête est creuse, il la referme en la scellant avec de la barbotine. La barbotine, c'est de l'argile légèrement diluée. Et ensuite, il peut la passer au four afin de récupérer son modelage cuit. Donc le modelage, une fois cuit, a des dimensions évidemment plus réduites parce que la terre a pas mal de retrait pendant la cuisson. Donc vous voyez ici le modelage cuit avec, comme on pourrait dire, les stigmates du découpage qui a été effectué. En effet, pour couper la tête en deux, sans trop l'abîmer, Balzac a déplacé certaines mèches de cheveux. Rodin a déplacé certaines mèches de cheveux. Et après avoir recellé les deux parties de la tête, il les a réappliquées, mais de façon légèrement décalée. Ce qui explique qu'il y a une différence entre les modèles avant cuisson, ce dont témoignent les plâtres et les estampages, et le modelage après cuisson. Donc vous le voyez là sur ces images, à gauche avant cuisson, à droite après cuisson. Chaque étape du travail laisse des traces à la surface. Alors, ça va passer. Laisse des traces à la surface des œuvres, ce qui confirme de façon certaine la filiation qu'on peut établir d'un modèle à l'autre. Par exemple, l'étape de la prise d'empreinte, et plus particulièrement le façonnage des pièces de plâtre du moule avec un couteau, laisse dans la terre fraîche des incisions en creux qui forment un réseau. Donc vous le voyez, sur l'image de gauche, on voit des fines incisions qui correspondent au passage du couteau pour dresser les pièces de plâtre qui vont constituer le moule. Ensuite, lors du tirage, où là à droite vous avez un estampage, justement, ce réseau se retrouve reproduit en relief, ce qui fait qu'on peut identifier de façon certaine quel est le modèle d'origine et quel est le modèle reproduit. Et Rodin, par la suite, peut encore faire mouler le modelage cuit, donc il refait faire un moule sur le modelage cuit, et de moule en moule, le modèle initial se déforme un petit peu, prend du retrait et se modifie légèrement. Donc avec ce type de procédé, Rodin non seulement évite la disparition de son modelage initial, mais il peut donc poursuivre plus avant sa recherche en se référant toujours à son travail du début. Vous passez la documentation, je vous passe l'image. Alors, donc, ces quelques mots d'Agnès Cassio nous ont permis de comprendre la façon de travailler de Rodin. Mais vous imaginez bien que ça n'était pas notre seule source d'information, puisque parallèlement donc, à cette étude très, très attentive de toutes les œuvres conservées, une étude a été menée sur la documentation, sur le fonds d'archives, sur les innombrables articles de presse que nous avons pu rassembler, puisque le musée Rodin possède non seulement toutes les œuvres de l'artiste, mais aussi toutes ses archives, sa bibliothèque, la collection de photographies, etc., etc. Donc cela nous a permis, en parallèle, de repréciser l'histoire du monument.
Alors, je vous rappelle rapidement que ce monument a été commandé à Rodin en 1891 grâce à Émile Zola, qui était alors le président de la Société des gens de lettres, société qui était donc à l'initiative du monument. Et Zola, qui est un romancier qu'on peut qualifier de naturaliste, a voulu un artiste qui, justement, soit proche de Balzac et le restitue de la façon la plus fidèle possible. Et au fond, cette démarche correspond assez bien au Rodin de la fin des années 1880, Rodin qui croit, comme vous l'a dit Agnès, en la nécessité d'un modèle vivant dont on s'inspire de façon extrêmement proche. Donc dans un premier temps, Rodin a examiné les sources disponibles, il a rassemblé des photographies, des gravures, il a regardé aussi des textes littéraires pour essayer d'imaginer ce qu'avait pu être ce personnage de Balzac. Et vous avez à gauche le premier projet qu'il a fait pour ce monument, donc Balzac, un artiste romantique, en tenue d'époque, les bras croisés certes, mais appuyé à ce qui peut être considéré comme une pile de livres. Mais au fond, c'est un monument qui est trop évident, si on peut parler comme ça, et Rodin, très vite, va évoluer vers autre chose. Et d'abord, au point de vue du costume, il découvre, en s'informant, que Balzac avait l'habitude de porter une sorte de robe de moine pour travailler pendant la nuit. Évidemment, c'était un vêtement qui devait être chaud, confortable et assez souple. Et il prend conscience aussi du fait que Balzac était assez fort, et il y avait donc cette silhouette un peu trapue, qui est une des choses qui a vraiment retenu son attention et qu'on va retrouver, en tout cas pendant toute la première partie de son étude sur le monument. Donc très vite, il décide d'abandonner ce costume contemporain, d'aller vers la robe de moine, mais quel que soit le costume adopté, Rodin, comme beaucoup d'artistes, je veux dire dans la grande tradition de création, a besoin d'étudier le modèle nu avant de l'habiller. Et donc, dès qu'il abandonne ce Balzac en redingote, il s'oriente en fait vers une série d'études de nu que l'on appelle les études C dans la nomenclature du musée Rodin et qui nous montrent donc ce Balzac avec un ventre quelque peu proéminent, des jambes largement écartées et des bras croisés. Donc cette étude C va subir elle aussi un certain nombre de transformations. Alors, c'est une véritable métamorphose en quelque sorte. Donc, on a déjà, je vous ai parlé un petit peu des modelages et de la façon dont Rodin travaillait d'après ces modelages. Mais il exploite aussi, bien sûr, les nombreuses épreuves en plâtre qu'il commandait à ses mouleurs. Évidemment, tous ces moules servaient à faire de multiples épreuves. Et il pouvait intervenir sur ces épreuves en plâtre en enlevant de la matière à l'outil, ou alors par sciage. Et ensuite, il pouvait aussi ajouter de la matière, par exemple de la terre, de l'argile à modeler, ou de la plastiline, ou tout bonnement du plâtre. Et une fois ces modifications faites, il faisait à nouveau mouler le résultat de son travail. Donc cette sorte de métamorphose, elle est très bien mise en lumière par la série d'études C, Balzac, moi que j'appelle le gros ventre, et elle est très démonstrative. En fait, Balzac commence par, une fois qu'il a abouti à cette étude, qu'il a fait cette étude, il commence par tronçonner le corps en deux, il coupe la tête, il détache la jambe droite et il supprime le tertre que vous voyez donc dans le plâtre au-dessus, et il modifie l'aplomb du torse et lui applique une sorte de cambrure et un basculement sur la gauche qui le change d'attitude. Dans le même temps, il repositionne la jambe droite pour la mettre en hyperextension et il fixe cette nouvelle composition avec soit de la terre à modeler, soit de la plastiline. On ne peut pas le savoir puisque nous ne disposons aujourd'hui que du plâtre. Et il modifie également la tête en étoffant la chevelure, les sourcils et la moustache. Il ne se préoccupe pas du tout de masquer les décalages qui sont intervenus au moment du sciage et du repositionnement du buste. À cette étape, il fait appel à un mouleur, il fait de nouveau un moule à pièces pour obtenir
une nouvelle épreuve en plâtre sur laquelle il va pouvoir poursuivre son travail. Alors, il poursuit son travail tout en se rendant bien compte qu'en fait, il s'engage dans une direction qui ne va le mener à rien. Ce Balzac qui commence à prendre un aspect caricatural, qui est certainement ce qui intéresse Rodin, parce que Rodin aime bien aller jusqu'à l'extrême de ses recherches, mais il va se rendre compte assez vite que ça ne pourra jamais donner un monument public. Néanmoins, comme il va jusqu'au bout, il va le draper. Alors, pour travailler les drapés, Rodin dispose de utilise, disons, plusieurs techniques. La première, donc voilà, à partir du modèle en plâtre, il rajoute des grandes plaques de terre. En fait, il modèle directement à la terre le plâtre. Et comme il l'a fait précédemment, il passe à nouveau par l'étape du moule à pièces pour obtenir enfin son modèle en plâtre. Alors, ce modèle en plâtre définitif, vous le voyez, Balzac est drapé d'un espèce de manteau qui est presque un manteau impérial, mais qui s'ouvre très largement sur ce ventre toujours proéminent et avec un sexe qui est lui aussi également très visible. Donc, il arrive à une image qui est une sorte d'image, de représentation, de symbole de la puissance de création artistique, mais qui, évidemment, en aucun cas ne peut donner un monument public. Alors, parallèlement, et Agnès l'a évoqué rapidement tout à l'heure, il a travaillé sur le visage. Donc, pour la tête, il y a toute une série d'études. En voici quelques-unes présentées dans le cadre de l'exposition au musée Rodin. Et pour ces études de tête, il était donc parti d'un modèle qu'il avait découvert en Touraine en 1891 lors de ce célèbre séjour au château de Lillette qui a abrité probablement la période la plus heureuse des amours de Rodin et de Camille Claudel. Et il avait donc trouvé en Touraine, puisque Balzac passe pour être originaire de Touraine, même s'il n'y est pas né, il avait donc trouvé un modèle qui lui avait paru correspondre au portrait connu de Balzac. Ce modèle, donc, c'est Estagé, dont on conserve une série de photographies. Et vous voyez en effet que l'un des premiers masques en terre cuite est très proche de ce personnage. Alors, de ce masque en terre cuite vont découler, selon le procédé qui vous a été expliqué, toute une série d'études au cours desquelles le visage, la tête d'ailleurs, va être peu à peu modifié. Vous avez donc ici à gauche le masque d'origine et à droite un masque qui en est assez proche, qui en est issu presque directement. On reconnaît la structure du visage, mais vous voyez qu'un certain nombre d'éléments ont été retravaillés ou ajoutés au niveau des sourcils, au niveau de la moustache et surtout, bien sûr, au niveau de la chevelure. Alors, dans les recherches qu'il avait pu faire sur le personnage de Balzac, Rodin avait bien noté que Balzac avait pris à un certain moment la décision de ne pas se couper les cheveux comme une forme d'hommage envers Madame Anska. Et c'est donc quelque chose qui va reparaître au travers d'un certain nombre d'études ou de signes qui nous sont conservés. Alors, qu'il s'agisse du dessin qui est en haut à gauche, dessin qui se trouve dans une collection particulière, qui est un dessin d'Eugène Sue, et le propriétaire possède également la lettre de Rodin par laquelle nous savons qu'il a emprunté ce dessin dans le cadre de ses recherches sur Balzac. Et puis vous avez au milieu en bas, cette photographie tout à fait amusante sur laquelle on voit que Rodin, comme il en est coutumier d'ailleurs, pousse son travail par l'intermédiaire du dessin. Au fond, c'est beaucoup plus rapide que toutes les étapes de modelage et de moulage. Donc si vous avez une photographie, vous pouvez donc chercher la forme définitive grâce à la plume. Et puis à côté, donc, une autre de ces études pour un Balzac, donc avec des cheveux, études qui sont généralement un mélange donc de terre cuite et de plâtre, le tout étant unifié ensuite par une couche de barbotine, de façon à ce que la différence des matériaux ne se voit pas. Alors tout cela nous mène à peu près en 1894,
1894, en fait, nous sommes juste après la séparation de Rodin et de Camille Claudel, séparation qui était vécue de façon très très douloureuse par l'un comme par l'autre. Donc tout le monde sait ce qui est arrivé à la pauvre Camille Claudel, mais Rodin lui-même en a énormément souffert. Elle a été certainement le grand amour de sa vie, et on voit très bien qu'au long des années 90, après leur séparation, il essaie sans cesse de lui tendre la main et de renouer cette relation. Relation donc à laquelle Camille elle-même avait mis fin, en considérant que tant qu'elle resterait dans l'entourage de Rodin, elle serait toujours considérée comme son élève ou son assistante et n'aurait jamais la reconnaissance qu'elle voulait obtenir d'un sculpteur à part entière. Donc Rodin, en fait, vers 93-94, traverse une période très difficile. Il traverse ce que l'on appellerait aujourd'hui une dépression. Il a par ailleurs beaucoup d'ennuis avec la Société des gens de lettres, qui est très mécontente de voir que les monuments n'avancent pas et qui va même l'obliger à rendre les avances qui lui avaient été faites pour financer les premiers travaux sur le modèle. Et au fond, Rodin ne sait plus très bien dans quelle direction aller, jusqu'à ce qu'il soit sauvé par la réalisation du monument aux bourgeois de Calais. Donc les bourgeois de Calais, donc monument commandé en 84, la banque dans laquelle était déposé le produit de la souscription fait faillite. Donc il y a une longue période pendant laquelle le monument reste à l'état de modèle, sans aboutir à une réalisation en bronze. Et puis en 94, le maire de Calais se remobilise et on trouve de quoi financer la fonte qui a lieu au début de l'année 1895. Donc vous voyez, 1895, à la fois Rodin donc sort de cette période difficile, et puis c'est évident que pour lui, la fonte du monument des bourgeois de Calais a dû être un moment très porteur. C'est une de ses œuvres très importantes, un de ses grands chefs-d'œuvre de la première partie de sa carrière, et je pense que ça a été un moment assez exaltant. Et c'est en fait de l'un des bourgeois de Calais, Gendère, dont vous voyez ici l'étude de nu, que va venir la piste qui va le mener vers son Balzac définitif. Et on revient donc là à la forme de travail que Agnès vous a expliqué tout à l'heure. On part donc de cette grande étude de nu que Rodin va scier. Il conserve uniquement le torse. Il place ce torse sur des jambes qui sont une étude de jambes liée aussi au monument à Balzac, et vous voyez surtout qu'il change complètement la disposition des bras, ces mains qui viennent assez en avant du ventre et qui se trouvent au-dessus, qui cachent, qui abritent un sexe lui aussi toujours dressé très fortement. Donc à partir de là, Rodin va avancer peu à peu, alors de nouveau en coupant, en modifiant, comme pour le Balzacé de tout à l'heure, il va incliner cette étude de nu sur le côté jusqu'au point de rupture d'équilibre. Il va également renforcer le modelé, lui donner un aspect plus contrasté, plus brutal, et il arrive à une étude qui a un côté presque expressionniste, et qu'en fait il ne retiendra pas, entre autres d'ailleurs pour des questions de stabilité. Alors, tout ce travail va donc lui permettre d'arriver à un nu qui le satisfait, mais il reste ensuite la question du vêtement. Donc vous vous souvenez qu'il avait opté pour la robe de moine, et on a le souvenir, grâce à un journaliste qui y a assisté, d'une séance de travail dans l'atelier de Rodin, au cours de laquelle il aurait pris une pièce de tissu qu'il aurait coupée en 6 morceaux et il aurait fait 6 études de drapé sur 6 nus identiques. Ça, c'est toujours l'avantage du plâtre. À partir du moment où vous avez un moule, vous pouvez tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6 épreuves sans difficulté. Et Rodin, dans les années 90, a tout de même suffisamment d'assistants autour de lui pour que ces tirages, ces épreuves puissent être réalisés sans difficulté. Et il essaie donc 6 types de drapés différents. Alors, de cette séance de travail, il reste probablement une de ces études, qui est celle-ci, donc, dans laquelle vous reconnaissez le nu que nous venons de voir, drapé avec un véritable drapé. Donc avec cette épreuve, on a un exemple de la seconde manière que Rodin utilisait pour faire ses drapés. Donc un tissu, soit trempé directement dans un lait de plâtre liquide
et qui est disposé sur le corps, directement sur le corps nu là, de Jander, soit disposé à sec sur le corps et ensuite badigeonné avec un pinceau de plâtre liquide. Ça lui permettait d'avoir un rendu assez différent, puisque quand on trempe le tissu dans un plâtre, il a un aspect un peu mouillé, que n'a pas forcément le tissu sec disposé et recouvert par la suite de plâtre. Mais cette technique, si elle lui autorise une grande liberté, présente quand même le désavantage de donner une matière très fragile, puisque la couche de plâtre déposée sur le tissu est très fine. Et comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, elle ne se conserve pas bien, elle arrive très morcelée, avec beaucoup de lacunes. Et pour cette raison, Rodin fait encore une fois appel au mouleur pour faire un moule à bon creux sur ces modèles. Il y a donc pas mal d'épreuves drapées, conservées au musée Rodin, qui ne sont que des reproductions du modèle initial drapé avec du vrai tissu. Donc, à propos de draper, la fameuse robe de chambre est un exemple assez éloquent. Donc, Rodin dispose une robe de chambre grandeur nature sur le corps grandeur nature de Jander. Il la trempe, alors pour le coup, dans du plâtre et il moule cette composition fragile. Ensuite, il élimine les parties du corps qui dépassaient en quelque sorte de la robe de chambre pour obtenir une sorte de coquille vide. Seuls les pieds de Jander ont été conservés. Alors on ne distingue pas bien sur la photo, mais on les reconnaît de façon certaine. Et ensuite, sur cette coquille vide, il coiffe une tête de Balzac qu'il a étudiée parallèlement, comme vous l'a expliqué Antoinette. À cette étape, Rodin s'approche vraiment de son modèle définitif. Alors le modèle définitif, donc vous l'avez ici. Balzac est vêtu de cette fameuse robe de moine, mais la robe de moine ayant perdu toutes les caractéristiques qui nous permettent de dire que c'est une robe de moine, notamment le capuchon et la ceinture. On l'appelle maintenant plutôt la robe de chambre, ou c'est une sorte de peignoir qui drape la figure et qui a donc la mission de conduire le regard vers le visage. Puisque vous voyez que tous les détails qui auraient pu nous aider à dire qu'il s'agissait du portrait d'un écrivain ont disparu. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un monument public et qu'un monument public doit être immédiatement identifiable. Donc pour un écrivain, on se serait attendu à voir une pile de ses ouvrages ou à voir tout au moins ses mains, puisque les mains est l'instrument avec lequel l'écrivain écrit. Mais donc tout cela a complètement disparu, les mains sont cachées par cette espèce de peignoir, on les devine, ceci étant dit, puisqu'il y a cette espèce de renflement au niveau de l'abdomen, et vous vous souvenez donc de cette position que nous avons remarquée tout à l'heure. Et tout cela conduit donc le regard vers le visage. Alors le visage qui partit de ces études précises faites à partir des stagés, c'est lui aussi déformé, amplifié, de façon à incarner en quelque sorte la puissance de création de Balzac. Car c'est cela que va retenir Rodin et c'est cela qu'il veut transmettre à son public. Donc le cou est devenu une sorte de goitre, de tour. La chevelure a pris beaucoup d'ampleur et évoque une sorte de crinière presque léonesque. Mais je crois que le plus remarquable, ce sont la bouche et les yeux. Cette bouche très, très forte et très sensuelle, et les yeux profondément enfoncés. Dans une des descriptions de Balzac qui sont conservées au musée Rodin, Rodin avait souligné un passage sur les yeux de feu de Balzac. Et c'est donc probablement quelque chose qu'il a essayé de rendre avec ses moyens qui sont ceux de la sculpture, c'est-à-dire sans la couleur en particulier. Alors, cette image, donc, nous revenons à notre fameux arbre généalogique qui vous redonne un petit peu le résumé de ce que nous venons de dire. Donc, vous avez en haut le Balzac-Jander, d'où nous sommes repartis. Au-dessous, donc, cette étude drapée, seul souvenir de la fameuse séance de travail
à laquelle a assisté Mathias Morard, et puis ensuite donc toutes les études avec la robe de chambre qui s'approche peu à peu de sa forme définitive pour aboutir donc au grand modèle que je viens de vous montrer. Et le tout donne ce grand modèle de Balzac qui est exposé au salon de 1898 où, vous le savez, donc, il a fait scandale. La Société des gens de lettres a déclaré qu'elle ne pouvait pas reconnaître, et c'est vraiment le terme qui a été employé, qu'elle ne pouvait pas donc reconnaître Balzac dans ce modèle, et elle l'a donc purement et simplement refusé. Aidée en cela par l'opinion publique qui s'était divertie à plaisir sur toutes les caricatures que l'on pouvait imaginer, donc un sac de neige fondant sous l'averse, un sac de pommes de terre, un phoque en camisole de force, enfin les caricaturistes s'en sont véritablement donnés à cœur joie. Et je trouve donc cette image du Balzac au salon de 98 très émouvante en quelque sorte et très, très représentative de cet état d'esprit. Vous avez donc cette silhouette très monumentale au milieu de cet espace qui est complètement vide, avec cette rangée de chaises qui sont vides, qui sont libres. Et puis, c'est une photo dont on pourrait dire que c'est une photo ratée, puisque les yeux, vous le voyez, ont ce côté trou noir. On a l'impression presque que Balzac a des lunettes de soleil. Mais je pense que cela nous rappelle donc cette importance que Rodin avait attachée à la représentation donc du regard de feu de Balzac. Donc la fin de l'histoire, c'est que la commande est retirée évidemment à Rodin, qui en est très, très blessé en fait, qui reprend le plâtre et qui ne le montre qu'une seule autre fois, c'est-à-dire en 1900, lors de sa grande exposition personnelle à Paris, et la commande est transférée à Falguière. Falguière, autre sculpteur qui est tout à fait à la fin de sa carrière et de sa vie, mais qui a obtenu le prix de Rome et qui est donc un sculpteur plus conventionnel. Et c'est donc le monument de Falguière qui est inauguré en 1902 à Paris, avenue de Friedland, où il se trouve toujours. Inauguration à laquelle seul Rodin a assisté, puisque Zola, à l'origine du monument, était mort, et Falguière lui-même venait lui aussi de mourir. Et la presse, là encore, s'est de nouveau déchaînée en disant que Falguière n'avait fait que reprendre le modèle de Rodin et l'asseoir sur un banc de square. Vous voyez en effet qu'il a repris donc l'idée de cette robe de moine, mais en revenant en quelque sorte en arrière et notamment en représentant les mains. Alors le Balzac de Rodin, quant à lui, n'a donc été exposé, comme je vous le disais, qu'en 1900 et n'a été fondu en bronze que beaucoup plus tard, après la Première Guerre mondiale, et vous voyez, juste avant la Deuxième, ce qui fait qu'il a été inauguré certes à Paris en 1939, boulevard Raspail, où il se trouve d'ailleurs toujours aujourd'hui, mais il en a été immédiatement retiré avec la déclaration de guerre. Alors, je vous disais que cet arbre généalogique et tout ce travail nous avait permis d'aboutir à des conclusions parallèles, en quelque sorte, et notamment nous a permis de résoudre la place de cette esquisse en plâtre que vous avez à gauche sur l'écran. Tout au long de notre travail, nous nous sommes beaucoup interrogés sur ce plâtre qui est signé Rodin. Et nous ne sommes pas arrivés à le réintroduire dans ce fameux arbre généalogique. Il était impossible de trouver des liens avec quelque autre étude que ce soit une étude pour la tête, que ce soit une étude pour le corps, que ce soit une étude pour le drapé. Et cela nous contrariait énormément. Alors, nous avions beau chercher, est-ce que Rodin, un beau jour, a pu, pris comme ça d'inspiration, aller dans un sens tout à fait différent, mais nous n'étions pas très satisfaites de cette explication un peu trop facile. Jusqu'au jour où, en continuant à regarder toute la documentation sur les monuments à Balzac, je suis tombée sur cette esquisse conservée à Williamstown et dont le modelé m'a paru extrêmement proche de celui du plâtre qui était conservé au musée Rodin. Et en cherchant encore un petit peu plus, j'ai vu que ce plâtre, en fait, ne venait pas de la donation Rodin, mais était entré plus tard grâce à une donation d'Alexis Rudier. Donc je vous rappelle que le fonds du musée Rodin est composé essentiellement de la donation de l'artiste qui, en 1916, a donné à l'État français toute son œuvre et toutes ses possessions.
Donc, a priori, toutes les œuvres qui se trouvent au musée Rodin, jusqu'à preuve du contraire, viennent directement de Rodin lui-même, et je dirais qu'il ne nous appartient pas vraiment, surtout quand elles sont signées, de les remettre en question. Mais celle-ci, justement, avait suivi un chemin différent. Alexis Rudier a été le grand fondeur de Rodin, et ensuite le principal fondeur du musée jusqu'à sa mort en 1952. Et il a été également un grand collectionneur d'œuvres de Rodin, œuvres qu'il a par la suite d'ailleurs données pour la plus grande partie au musée Rodin. Et c'est donc le chemin qu'avait suivi cette œuvre. Et j'imagine donc que Rudier a pu, à un moment donné, devenir propriétaire de ce plâtre, dont lui n'a pas mis en doute l'origine de Rodin. Lui qui n'avait pas fait tout le travail auquel nous nous sommes livrés ne s'est pas posé de questions. Et lui qui avait l'habitude de fondre des œuvres de Rodin et qui disposait de tout ce qu'il fallait comme marque, n'a pas hésité à appliquer donc la signature Rodin sur ce plâtre. Et donc, au terme de cette étude, nous avons pu, avec une certaine joie, donc, rendre à Falguière ce qui lui était dû. Et personnellement, moi, j'étais assez satisfaite que le musée Rodin possède une des esquisses pour ce travail parallèle. Travail qui, en fait, a rendu les deux artistes amis au lieu de les rendre ennemis, comme on aurait pu s'y attendre. Rodin a fait le buste de Falguière, et Falguière, qui était peintre en même temps que sculpteur, a donné une de ses œuvres à Rodin. C'est une peinture qui se trouve d'ailleurs toujours au musée Rodin de Meudon. Donc Rodin a repris son monument, ne l'a plus jamais exposé, mais tout de même en 1908, au moment de l'ouverture de la maison de Balzac à Paris, a fait faire une série de photographies, puisqu'on lui demandait à le reproduire dans la presse. Et c'est à ce moment-là qu'a été faite la très célèbre, très fameuse campagne de Steichen. Je pense que vous connaissez ces images qui ont été faites de nuit. Le grand plâtre a été sorti dans le jardin de la Villa des Brillants à Meudon, et Steichen donc a opéré par l'intermédiaire de pauses extrêmement longues, des pauses qui ont duré parfois plusieurs heures et qu'il a fait tout au long de la nuit. Bon, celle-ci est particulièrement spectaculaire. Elle est faite, on a l'impression, avec la lumière de la lune, et Balzac se dresse comme une sorte de fantôme marchant en fait vers l'avenir. Alors Rodin a énormément apprécié ces photographies, à tel point qu'il a déclaré à Steichen que lui seul avait su rendre son monument comme il souhaitait qu'on le voie, et il a réaffirmé lui-même plusieurs fois pendant la dernière période de sa vie l'importance qu'il attachait à ce travail qui pour lui était véritablement resté essentiel, et il a redit à plusieurs reprises que ce grand modèle du monument à Balzac était le pivot même, donnait le sens même de son travail de sculpteur. Merci. Merci.